le tigre, le brahmine et le chacal. Un jour, un brahmine traversait un village de l'Inde. Il faut savoir qu'un brahmine est un hindou qui ne fait jamais de mal aux animaux et qui les traite en frères. Donc, un jour, le brahmine traversait un village lorsqu'il vit sur le bord de la route une grande cage de bambou. Et dans cette cage, il y avait un énorme tigre que les villageois avaient pris dans un piège et enfermé là pour le vendre à une ménagerie, parce qu'il dévorait tous leurs moutons. « Frère Brahmine, dit le tigre, ouvre la porte et laisse-moi sortir un peu pour aller boire. J'ai tellement soif et il n'y a pas d'eau dans ma cage. » « Mais, frère tigre, dit le brahmine, si j'ouvre la porte, tu me sauteras dessus et tu me mangeras. »« Que vas-tu penser là ?» demanda le tigre. « Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille. »« Fais-moi sortir juste une petite minute pour chercher une goutte d'eau, frère brahmine. » Le brahmine ouvrit la porte de la cage et laissa sortir le tigre. Mais dès que celui-ci fut dehors, il sauta sur le brahmine pour le manger. « Frère tigre, dit le pauvre brahmine, tu m'as promis de ne pas me manger. Ce que tu fais là n'est ni honnête, ni juste. » « Au contraire, c'est tout à fait honnête et juste, dit le tigre. Et quand bien même il en serait autrement, ça m'est égal, je vais te manger. » Mais le brahmine supplia tellement le tigre que celui-ci finit par consentir à attendre jusqu'à ce qu'ils eussent consulté les 5 premières personnes qu'ils rencontreraient. La première chose qu'ils virent sur le bord du chemin fut un grand figuier Bagnan. « Frère Bagnan, dit le brahmine, est-il juste et honnête que le tigre veuille me manger après que je l'ai fait sortir de sa cage ?» Le figuier Bagnan les regarda et dit d'une voix lasse, « Pendant l'été, quand le soleil est brûlant, les hommes viennent s'abriter à mon ombre et se rafraîchissent avec mes fruits. Mais quand le soir vient, qu'ils sont reposés, ils cassent mes branches et éparpillent mes feuilles. L'homme est une race ingrate, que le tigre mange le brahmine. » Le tigre sauta sur le brahmine, mais celui-ci cria « Pas encore, pas encore, nous n'en avons vu qu'un. Il y en a encore 4 à consulter. » Un peu plus loin, ils virent un buffle couché en travers du chemin. Le brahmine s'arrêta et lui dit « Frère buffle, ouais, frère buffle, est-ce qu'il te semble honnête et juste que ce tigre veuille me manger quand je viens juste de le faire sortir de sa cage ?» Le buffle les regarda et dit d'une voix basse et profonde. « Quand j'étais jeune et fort, mon maître me faisait travailler dur, et je le servais bien. Je portais de lourds fardeaux, et je traînais de grandes charrettes. Maintenant que je suis vieux et faible, il me laisse sans eau et sans nourriture, pour que je meure sur le chemin. Les hommes sont ingrats. Que le tigre mange le brahmine. » Le tigre fit un bond, mais le brahmine dit très vite « Oh, mais ce n'est que le 2e, frère tigre, et tu m'en as accordé 5. » Le tigre grommela beaucoup, mais consentit à aller un peu plus loin. Bientôt, ils virent un aigle planant au-dessus de leur tête, et le brahmine l'implora. « Oh, frère aigle, dis-nous s'il te semble juste que ce tigre veuille me manger après que je l'ai délivré d'une terrible cage. » L'aigle continua à planer lentement pendant quelques instants, puis il descendit et parla d'une voix claire. « Je vis dans les nuages et je ne fais aucun mal aux hommes. Cependant,
Toutes les fois qu'ils peuvent trouver mon air, ils tuent mes enfants et me lancent des flèches. Les hommes sont une race cruelle. Que le tigre mange le brahmine. Le tigre sauta de nouveau, et le brahmine eut bien de la peine à le persuader d'attendre encore. Il y consentit pourtant, et ils continuèrent leur chemin. Un peu plus loin, ils virent un vieux crocodile à demi enterré dans la vase, près de la rivière. « Frère crocodile, dit le brahmine. « Est-ce que vraiment il te semble juste que ce tigre veuille me manger ? Alors que je l'ai délivré de sa cage ?» Le vieux crocodile se retourna dans la vase, et grogna et souffla. Après quoi il dit, de sa voix éraillée, « Je reste tout le jour couché dans la vase, aussi innocent qu'une colombe. Je ne chasse pas les hommes. Et pourtant, toutes les fois qu'un homme me voit, il me jette des pierres et me pique avec des bâtons pointus en m'insultant. Les hommes ne valent rien. Que le tigre mange le brahmine. » « En voilà assez, dit le tigre. Tu vois bien qu'ils sont tous du même avis. Allons. »« Mais il en manque un, frère tigre, dit le pauvre brahmine. Plus qu'un, le cinquième. » Le tigre finit par consentir, bien malgré lui. Bientôt, ils rencontrèrent un petit chacal trottant gaiement sur la route. « Oh, frère chacal, dit le brahmine, dis-nous ce que tu penses. Est-ce que vraiment tu trouves juste que ce tigre veuille me manger après que je l'ai délivré de sa cage ?» « Plaît-il » demanda le petit chacal. « Je dis, » répéta le brahmine, en élevant la voix, « crois-tu qu'il soit juste que ce tigre me mange quand c'est moi qui l'ai fait sortir de sa cage ?»« Cage ?» répéta le petit chacal d'un ton distrait. « Oui, sa cage, » dit le brahmine. « Nous voulons connaître ton avis. »« Oh, » dit le petit chacal, « vous voulez avoir mon avis ? Alors, je vous prierai de parler bien distinctement, car je suis quelquefois assez lent à comprendre. De quoi s'agit-il ? Penses-tu, dit le brahmine, qu'il soit juste que ce tigre veuille me manger quand c'est moi qui l'ai fait sortir de sa cage ? » « Quelle cage ? » demanda le petit chacal. « Celle où il était, dit le brahmine. « Tu vois bien. »« Je ne comprends pas bien, interrompit le petit chacal. « Tu dis que tu l'as délivré ? » Oui, dit le brahmine. « C'est arrivé comme ça. Je marchais le long de la route et je vis le tigre. »« Oh, ma tête, dit le petit chacal. Je ne pourrai jamais rien comprendre. Si tu commences une si longue histoire, il faut parler plus clairement. Quelle sorte de cage ? » « Une grande cage ordinaire, dit le brahmine. Une cage en bambou. »« Ça ne me dit rien du tout, fit le petit chacal. Vous feriez mieux de me montrer la chose. Alors, je comprendrai tout de suite. » Ils rebroussèrent chemin et arrivèrent à l'endroit où se trouvait la cage. « À présent, voyons un peu, dit le petit chacal. « Frère brahmine, où étais-tu placé ? » ?»« Juste ici, sur la route, dit le brahmine. »« Tigre, où étais-tu ? » dit le petit chacal. « Eh bien, dans la cage, naturellement, » dit le tigre, qui commença à s'impatienter et qui avait bien envie de les manger tous les deux. « Oh, je vous demande pardon, monseigneur, » dit le petit chacal. « Je suis vraiment bien peu intelligent, je ne peux pas me rendre compte. Si vous vouliez bien, comment étiez-vous dans cette cage ? Dans quelle position ? » ?»« Idiot, comme cela, dit le tigre, en sautant dans la cage. Là, dans ce coin, avec la tête tournée de côté. « Oh, merci, dit le petit chacal.
Je commence à y voir plus clair, mais il y a encore une chose. Pourquoi y restiez-vous? Ne peux-tu pas comprendre que la porte était fermée? Hurla le tigre. Ah! La porte était fermée. Je ne comprends pas très bien. La porte était fermée. Comment était-elle fermée? Comme cela, dit le brahmine en poussant la porte. Ah, comme cela. Très bien, dit le petit chacal. Mais je ne vois pas de serrure, ce n'est pas très solide. Pourquoi le tigre ne pouvait-il pas sortir? Mais parce qu'il y a un verrou, dit le brahmine en poussant le verrou. Ah, il y a un verrou, dit le petit chacal. Vraiment, il y a un verrou. Eh bien, mon bon ami, dit-il au brahmine, maintenant que le verrou est poussé, je vous conseille de le laisser comme il est. Et pour vous, monseigneur, continua-t-il en s'adressant au tigre plein de fureur, je crois qu'il se passera un certain temps avant que vous ne trouviez quelqu'un d'autre pour vous ouvrir. Et se tournant vers le brahmine, il lui fit un profond salut. Adieu, frère, dit-il. Votre chemin va par ici et le mien va par là. Bonne journée. Le soleil et la lune. Le soleil un jour dit à la lune: « Ma chère amie, nous avons beaucoup trop d'enfants qui nous causent bien du tourment. Mangeons-les. » « Je suis de votre avis, répondit la lune, mais ce serait trop horrible de manger ses propres enfants. Envoyez-moi chaque jour un des vôtres, et je vous ferai servir en retour un des miens. » Le soleil accepta, et la lune reçut dès le lendemain un des fils de son ami. Elle n'y toucha pas, mais l'arrosant d'une nouvelle sauce, le renvoya au soleil qui, sans se méfier, et croyant qu'il s'agissait d'un enfant de la lune, le mangea. Ainsi firent-ils tous les jours. Et le soleil perdit tous ses enfants. La lune, par contre, conserva tous les siens. C'est pourquoi on peut voir le jour, le soleil seul au firmament, tandis que la lune, la nuit, est entourée de sa nombreuse progéniture d'étoiles. Lorsque le soleil comprit la trahison de son ami, il s'élança furieux après elle, et la poursuite continue encore de nos jours. Parfois, il arrive que le soleil rattrape la vieille coquine de lune et commence à la dévorer. Alors, les villageois, effrayés à l'idée que le soleil réussisse à accomplir sa vengeance et quitte le monde des hommes, le privant ainsi de sa chaleur et de sa lumière, crient en frappant sur des calebasses « Lâche-la! Lâche-la !» Et le soleil, impressionné par le bruit, renonce, mais pour un temps seulement, à sa vengeance. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » Eh bien, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin aussi. Et toi, par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt y sera.
Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte. Toc toc. Qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, Dit le loup en contrefaisant sa voix. qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette, chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture : « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : « Ma grand-mère, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents !» C'est pour mieux te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Le petit chacal et le chameau. Le petit chacal était un animal très rusé, mais malheureusement, il n'en profitait pas seulement pour se défendre, il aimait aussi berner les gens. Hélas, si on apprend vite que l'on peut être très rusé, on trouve toujours quelqu'un de plus rusé encore. Et c'est ce qui arriva au petit chacal. Le chacal aimait beaucoup les coquillages et les crabes. Quand il eut mangé tous ceux qui se trouvaient du côté du fleuve où il vivait, il se dit qu'il devait y en avoir beaucoup sur l'autre rive. Mais le fleuve était trop large et le courant trop fort pour qu'il puisse traverser à la nage. Il y songea longtemps et un jour, il alla trouver son camarade le chameau. « Frère chameau, dit-il, je connais un endroit où il y a de fameuses cannes à sucre. Je te le montrerai si tu veux m'y porter. » De bon cœur, dit le chameau qui aimait beaucoup les cannes à sucre. « Où est-ce ?»« Oh, de l'autre côté de la rivière, dit le petit chacal. Mais si je monte sur ton dos, nous y arriverons facilement. » Le chameau ne demandait pas mieux. Le petit chacal grimpa sur son dos, entre les deux bosses, et le chameau traversa la rivière à la nage. Quand ils furent sur le bord, le petit chacal sauta à terre
indiqua au chameau le champ de canne à sucre et courut vers la rivière pour chercher des crabes, pendant que le chameau se régalait sans penser à rien. Le petit chacal fut rassasié avant que le chameau eût seulement mâché 3 cannes à sucre. Petit père chacal n'avait pas la moindre envie d'attendre que son camarade eût fini, et il se mit à courir tout autour du champ en glapissant et en faisant un grand bruit. Les villageois l'entendirent tout de suite. « Il y a un chacal dans le champ de canne à sucre, dirent-ils. Il va faire des trous et abîmer toute la récolte. Il faut le chasser. » Ils arrivèrent en hâte, avec des pierres et des bâtons, et ne virent point de chacal. Rien qu'un grand chameau qui croquait tranquillement les roseaux sucrés. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent avec leurs bâtons et le firent sortir à moitié assommé. Quand les villageois furent partis, le petit chacal arriva en dansant et dit à son compagnon : « Il faut s'en aller maintenant. »« Bien, je te retiens, » dit le chameau. « En voilà un camarade. Quelle idée t'as pris de glapir et de sauter comme cela ?»« Oh, je ne sais pas, » dit le chacal. « C'est une habitude que j'ai comme ça, de chanter après dîner. »« Ah, » dit le chameau. « Très bien. Rentrons chez nous maintenant. » Il laissa le chacal grimper sur son dos et entra dans l'eau. Quand il fut à mi-chemin, au beau milieu de la rivière, il s'arrêta et dit : « Chacal ? » ?»« Quoi ? » dit le petit chacal. « J'ai une drôle d'envie, reprit le chameau. Je crois que je vais me rouler dans l'eau. »« Te rouler ? » cria le chacal. « Ne fais pas ça, frère, tu vas me noyer. »« Qu'est-ce qui te donne cette idée ? Pourquoi veux-tu te rouler ? » ?»« Oh, je ne sais pas, répondit le chameau. C'est une habitude que j'ai comme ça, de me rouler après dîner. Il se roula donc, et le petit chacal tomba dans l'eau et manqua de peu se noyer. Il eut toutes les peines du monde à gagner la rive. Le chameau, quant à lui, revint tranquillement à la maison et ne voulut plus jamais lui parler. Le pays sans fleurs. Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers avait décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un grand malheur s'abattit sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, celles des bords de mer, celles des berges des rivières et celles des lacs, moururent instantanément. Pas une seule ne survécut, ce qui fit fuir tous les animaux, les oiseaux, les papillons et les insectes. Après leur mort, le pays jadis si beau et si fleuri devint rapidement un désert, ne laissant aux habitants que leur imagination pour voir des fleurs. Mais les enfants, qui n'avaient jamais connu ces merveilles, ne voulaient pas croire les anciens. « Vous ne racontez que des histoires, leur disait-il. » Et ils s'en allaient tristes, dans les étendues grises d'un pays sans fleurs. Parmi tous ces enfants, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eût disparu pour toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l'ancien temps, se taisait, il réclamait encore et encore d'autres histoires, car
car il aimait entendre parler de la beauté des fleurs. Il pensait que, lorsqu'il serait un homme, il partirait à la recherche du grand sorcier et lui demanderait de redonner de la couleur au pays. Les années passèrent. Un jour, il fut grand. Son amour des fleurs avait grandi avec lui. Il s'en alla donc trouver sa mère et lui dit « Mère, je vais m'en aller à la recherche du grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs. » Sa mère le regarda avec des yeux remplis d'effroi. « Mais fils, s'écria-t-elle, tout ce que je t'ai raconté n'était que des histoires. Il ne faut jamais croire aux histoires. Je te disais ce que ma mère me racontait parce qu'elle l'avait entendu de sa mère, qui le tenait de sa mère. Malheur à toi, les fleurs n'ont probablement jamais existé. Tu aurais beau marcher 1000 ans, jamais tu ne trouverais le sorcier qui vit tout en haut de la plus haute des montagnes. » Mais le fils ne l'écouta même pas. Il prit son baluchon et s'en alla. Les gens du pays qui le voyaient passer se moquaient de lui. « Pff, ce garçon est fou, disait-il. Il n'y a que les fous qui croient aux histoires. » Le jeune homme se dirigea vers le nord. Il marcha longtemps, 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 et arriva au pied d'une montagne, si haute que son sommet était invisible. Il tourna autour de la montagne, mais ne vit aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux. Il tourna encore et encore. Las de tourner, il se dit « Faudra bien que je découvre un chemin. Le sorcier a dû en prendre un pour atteindre le sommet. » Il inspecta avec attention les rochers et finit par découvrir une petite marche. En regardant de plus près, il aperçut une autre petite marche, et puis encore une autre. Lorsqu'il leva les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçut un escalier, et il se mit à grimper sans jamais regarder en bas pour ne pas avoir le vertige. À la fin du premier jour, il s'arrêta sur une terrasse. Le sommet de la montagne n'était pas visible. Il en fut de même le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième jour. Il commençait à se décourager. Quant au soir du septième jour, il aperçut enfin le sommet. À force de courage, et malgré la fatigue accumulée depuis 7 jours, il parvint à l'atteindre, juste au moment où le soleil avait complètement disparu et où la nuit recouvrait entièrement le monstre de pierre. Arrivé tout en haut, il devina une source. Il se pencha pour y boire un peu d'eau. Au premier constat sur ses lèvres, toute sa fatigue s'évapora. Il se sentit fort et heureux comme jamais dans sa vie. Tout à coup, derrière lui, il entendit une voix qui lui demanda ce qu'il était venu chercher sur la plus haute des hautes montagnes. « Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs et les insectes. Un pays sans fleurs, sans oiseaux et sans abeilles est triste à mourir. Seule la beauté peut rendre les gens bons, et je suis certain que ceux de mon pays cesseraient d'être méchants si le sorcier leur redonnait les fleurs. » Le jeune homme se sentit soulevé par des mains invisibles. Il fut transporté délicatement vers le pays des fleurs éternelles. Les mains invisibles le déposèrent sur le sol, au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne pouvait en croire ses yeux. Il y en avait tant. Jamais il n'avait imaginé que les fleurs puissent être aussi belles. Dans l'air, un délicieux parfum flottait et les rayons du soleil jouaient sur le sol multicolore. C'était comme si
Des milliers et des milliers d'arcs-en-ciel dansaient. La joie du jeune homme fut si grande qu'il se mit à pleurer. La voix lui dit de cueillir les fleurs qu'il préférait. Il s'exécuta et en récolta de toutes les couleurs. Quand il en eut les bras chargés, les mains invisibles le reconduisirent doucement au sommet de la montagne. Alors la voix lui dit : « Rapporte ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à ta foi et à ton courage, ton pays ne sera plus jamais sans fleurs. Il y en aura pour toutes les régions. Les vents du nord, de l'est, du sud et de l'ouest leur apporteront la pluie qui sera leur nourriture, et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs. » Le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la montagne qui, malgré la quantité de fleurs qu'il portait, lui parut bien plus facile que la montée. Quand il revint dans son pays, les habitants, en apercevant les fleurs et en respirant leur parfum, ne voulurent pas croire à leur bonheur. Puis, lorsqu'ils surent qu'ils ne rêvaient pas, ils dirent : « Ah, nous savions bien que les fleurs existaient et que ce n'étaient pas des histoires inventées par nos ancêtres. » Leur pays redevint un grand jardin, sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs et de la mer, dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies, les fleurs crurent et se multiplièrent. Tantôt, c'était le vent du nord qui amenait la pluie, tantôt le vent du sud, de l'est et de l'ouest. Les oiseaux revinrent, ainsi que les papillons et tous les insectes, surtout les abeilles. Désormais, les gens purent manger du miel, et la joie revint sur la terre. Quand les hommes virent leur pays transformé grâce au jeune homme, qui avait osé ce que personne n'avait cru possible, ils lui demandèrent d'être leur roi. Il accepta et devint un roi bon, courageux et intelligent. « Rappelons-nous, disait-il, que c'est la méchanceté des hommes qui a entraîné la disparition des fleurs de notre pays. Comme personne ne voulait recommencer à habiter un désert et à être privé de miel, chacun s'efforça désormais d'être aussi bon que possible pour ne plus jamais fâcher le grand sorcier. Le Minotaure. Minos était le nom du tout-puissant roi de Crète. Les habitants de cette île charmante et ceux des îles voisines le craignaient et n'osaient aller contre ses volontés. Mais un jour, ses deux frères entreprirent de lui ravir le trône. Pour montrer à tous son très grand pouvoir, Minos pria alors Neptune, le dieu des mers et des océans, de lui accorder un présent. Exaucant ce vœu, Neptune fit surgir de l'écume et des vagues furieuses un taureau blanc, aussi sauvage que beau. Au comble de sa joie, le roi ne se doutait pas alors qu'il aurait à regretter cette faveur divine. Bien des années auparavant, Minos avait épousé la fille du soleil, la très belle Pasiphae. Le couple avait eu plusieurs enfants et rien ne semblait devoir s'opposer au bonheur du roi, de la reine et des jeunes princes et princesses. Mais un jour, par quelque enchantement, la reine Pasiphae s'éprit du superbe taureau blanc de son époux. Elle ne tarda pas à enfanter un monstre, mi-homme, mi-taureau, le Minotaure. Bien sûr, lorsqu'il apprit cette naissance, le roi entra dans une terrible colère et, honteux, il décida de cacher l'enfant. Pour cela, il demanda à son architecte Dédale de construire un curieux palais, dont les salles et les couloirs, en nombre infini, s'entrelaçaient mystérieusement. C'est en ce lieu
appelé labyrinthe, que le Minotaure fut enfermé. Nul ne pouvait s'en échapper. Le pouvoir de Minos ne cessait de croître. Et bientôt ce fut le tour des Athéniens de se soumettre à l'autorité de ce roi insatiable et rageur. Minos, qui gardait une grande rancune contre ce peuple, pour un malheur survenu en leur ville, exigea qu'on lui livre 7 jeunes gens et 7 jeunes filles tous les 9 ans. Ces jeunes personnes étaient conduites à l'intérieur du labyrinthe pour y servir de repas au Minotaure. Un nouveau jour arriva où il fallut désigner les 14 Athéniens qui partiraient en Crète. À la surprise de tous, un jeune homme, nommé Thésée, offrit de partir avec les victimes. Il espérait pouvoir anéantir le monstre qui demandait tant de sacrifices à Athènes. Tous acclamèrent son courage et sa générosité. Tous étaient assurés de son succès. Seul son père, le roi Égée, craignait un malheur. Avant le départ, ce père aimant fit promettre à Thésée de faire hisser des voiles blanches à son retour pour signifier qu'il était sain et sauf. Et son bateau quitta le port. En Crète, les enfants de Minos et de Pasiphaë avaient grandi. Ariane, l'une des jeunes princesses, était devenue délicate et jolie, curieuse et volontaire. Naturellement, lorsqu'elle apprit l'arrivée des Athéniens, elle se mêla à la foule pour les apercevoir. En voyant passer Thésée, la princesse ne put s'empêcher d'admirer l'allure et le courage du jeune homme. Dès lors, elle mit tout en œuvre pour le sauver. Elle fit venir Dédale, l'architecte de son père, et lui demanda un moyen de sortir du labyrinthe. Puis elle fit venir Thésée. Elle lui assura qu'elle pouvait l'aider. En échange, elle lui fit promettre de l'emmener avec lui. Alors, elle lui donna une pelote de fil. On conduisit les Athéniens jusqu'au labyrinthe. À l'intérieur du palais, Thésée accrocha le fil d'Ariane à une extrémité de la porte, puis il le déroula au fur et à mesure qu'il avançait. Il se guidait au son des râles du monstre. Il s'approcha bientôt de la chambre de Minotaure, qu'il trouva endormi. Sans attendre, Thésée leva son épée, transperça le monstre de tous côtés et le cloua au sol. Une fois le combat terminé, le jeune homme reprit la pelote à l'endroit même où il l'avait laissée. Il n'avait qu'à suivre le fil d'Ariane pour revenir sur ses pas et s'échapper du labyrinthe. Suivi des 13 autres Athéniens, il alla rejoindre la princesse qui l'avait tant aidé, et tous se précipitèrent à bord du bateau qui s'éloigna aussitôt de la Crète. Thésée et ses compagnons firent escale sur l'île de Naxos. Ariane, épuisée par ses aventures et le voyage en mer, songeait à sa famille, à ses amis, à sa patrie, à tout ce qu'elle avait abandonné pour sauver et suivre Thésée. Elle ne tarda pas à s'endormir. Thésée profita de son sommeil pour délaisser la princesse, et sans elle, il quitta Naxos et fit route vers Athènes. Malheureusement, dans sa joie et sa précipitation, il oublia de hisser les voiles blanches comme il l'avait promis à son père. Celui-ci guettait chaque jour le retour de son fils. Aussi fut-il submergé par la douleur lorsqu'il vit approcher le navire aux voiles sombres. Pour lui, c'était le signe de la mort de son enfant. Du haut du rocher où il se trouvait, il se jeta dans la mer, celle qui depuis porte son nom. En apprenant la mort de son père, Thésée se souvint de sa promesse et regretta vivement son empressement. Sa tristesse fut immense. Par la suite, il devint roi d'Athènes, un titre qu'il avait bien mérité en raison de son courage et des épreuves qu'il avait traversées. Le grand-père qui faisait fleurir les arbres. Il y a bien longtemps, dans un tout petit village, vivait un très vieil homme et sa femme. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants,
et avaient adopté un petit chien qu'ils aimaient tendrement. Celui-ci, reconnaissant et fidèle, ne s'éloignait jamais d'eux et les suivait partout où ils allaient, qu'ils travaillent dans leur jardin ou dans leur petit champ à la sortie du village. Un jour que le vieux travaillait dans son potager, il remarqua que le chien flairait et grattait en un certain endroit du gazon, sous un vieux pin. Aussitôt, il cessa de piocher pour l'observer. Le chien s'élança alors vers lui, en aboyant de toutes ses forces, rebroussa chemin tout aussi vite et reprit son manège avec encore plus d'ardeur. Il s'agitait tellement que le vieil homme prit sa pioche et s'approcha du chien qui se mit à japper de plus belle. Le vieux donna quelques coups de pioche. Au bout d'un moment, il entendit un son clair et vit un coffre doré. Il l'ouvrit et découvrit un trésor composé de pièces d'or. Il appela sa femme, qui l'aida à dégager le coffre, et tous deux l'emportèrent à la maison. En un instant, grâce à leur petit chien, les deux vieux étaient devenus riches. Pour remercier l'animal, ils le traitèrent comme un prince, lui donnant les mets les plus délicieux et la couche la plus moelleuse qui fût. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire de la découverte du trésor se répandit comme une traînée de poudre. Un voisin en perdit même le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Persuadé que le petit chien avait un don pour découvrir les trésors enfouis, il se rendit chez ses voisins afin qu'ils lui prêtent leur animal pour quelques jours. « Nous aimons tellement notre chien que nous ne saurions nous séparer de lui. Pas même une heure, lui dit le vieillard. » Mais l'envieux ne se lassa pas. Chaque jour, il revenait avec la même demande. Et comme les deux vieux étaient bons et qu'ils ne pouvaient refuser quoi que ce fût à un homme, ils finirent par lui prêter leur chien. De retour chez lui, le voisin mena l'animal dans son jardin. Aussitôt, il s'arrêta, flaira le sol et se mit à gratter. Le voisin accourut, suivi de sa femme qui portait une pioche. Ils creusèrent la terre et trouvèrent un grand tas d'ordures puantes et de vieux os. L'homme fut rempli d'une violente colère. Il leva sa pioche avec rage, tua le petit chien. Le méchant homme courut en geignant chez ses bons voisins et d'une petite voix leur dit : « Quel malheur! Votre petit chien est mort brusquement en arrivant dans mon jardin. Personne ne sait comment cela est arrivé. Je n'en suis pas responsable et je vous ai porté la nouvelle aussitôt pour que vous puissiez l'ensevelir. » Avec beaucoup de tristesse, les deux vieux emmenèrent leur petit chien à l'endroit où il avait trouvé le trésor et ils l'enterrèrent sous le vieux pin. Ils pleurèrent, car dorénavant, ils n'avaient plus personne à aimer qu'eux-mêmes. Cependant, une nuit, alors que le vieillard dormait, son chien lui apparut en rêve. Il lui dit : « Coupe l'arbre sous lequel je suis enseveli et fais-en un mortier à riz. Cela te consolera. » Dès son réveil, le vieillard raconta son rêve à sa femme. Celle-ci lui conseilla de suivre les instructions du chien. Il avait toujours été gentil avec eux, et son message ne pouvait être qu'un bon présage. Le vieux coupa l'arbre et fit de son tronc un grand et beau mortier.
Le temps de la récolte du riz était arrivé. Le vieillard prit son nouveau mortier et y entassa les grains. Mais au lieu de grains, il en sortit une quantité de pièces d'or brillantes. Les deux vieux se réjouirent de tout leur cœur. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire du mortier se répandit comme une traînée de poudre. Le voisin envieux en perdit le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il retourna chez ses voisins et leur demanda de lui prêter leur mortier à riz. « Nous aimons tellement notre mortier que nous ne saurions nous séparer de lui, pas même une heure, lui dit le vieillard. » Mais l'envieux ne se lassa pas. Chaque jour, il revenait avec la même demande. Comme les deux vieux étaient bons et qu'ils ne pouvaient refuser quoi que ce fût à un homme, ils finirent par lui prêter leur mortier. De retour chez lui, le voisin se mit vite à éplucher des grains de riz. Aidé de sa femme, il en amena des ballots entiers, car il comptait bien faire une riche récolte de pièces d'or. Mais cette fois encore, son avidité fut durement châtiée. Au lieu de pièces d'or, il ne sortit des grains que d'affreuses ordures puantes et de vieux os. L'homme fut rempli d'une violente colère. Il prit un marteau et avec rage, il brisa le mortier en petits morceaux qu'il brûla. Le méchant homme courut en geignant chez ses voisins et d'une petite voix leur dit « Quel malheur! Votre mortier s'est mis à flamber sans raison. Personne ne sait comment cela est arrivé. Je n'en suis pas responsable et je vous en ai porté la nouvelle aussitôt pour que vous ne l'attendiez pas en retour. » Les bons vieux furent naturellement très peinés en apprenant ce qui était arrivé. Ils allèrent se coucher avec beaucoup de tristesse dans le cœur. Mais une fois encore, le vieil homme vit son chien en rêve. Celui-ci le consola et lui dit d'aller chez son voisin et de lui prendre les cendres du mortier brûlé, de les emporter sur la grande route, et lorsque le roi passerait, de grimper sur les cerisiers encore dénudés et d'y répandre les cendres. Au passage du cortège royal, les cerisiers fleuriraient aussitôt dans toute leur splendeur. Le matin suivant, le vieillard alla chez son voisin et emporta les cendres de son mortier. Et suivant les conseils du chien, il les mit dans un sac et s'en alla sur la grande route, là où les cerisiers étaient encore nus, car ce n'était pas la saison où les arbres se parent de leurs robes de fleurs multicolores et odorantes. À peine arrivé, il vit venir sur la route le roi et toute sa suite. Il grimpa bien vite sur un cerisier. Et au lieu de se jeter face contre terre, comme le faisaient tous les sujets, en signe de respect, il resta perché sur son arbre. Le roi, lorsqu'il l'aperçut, ordonna à ses soldats de saisir le vieux et de le châtier. Mais le vieillard, sans se laisser intimider, prit les fines cendres de son sac et les répandit sur les arbres des alentours. Aussitôt, tout fleurit et l'air s'emplit d'un parfum enivrant. Le roi en fut si charmé et intrigué qu'il offrit des riches présents au vieillard et le fit venir dans son château pour l'honorer. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire des cendres du mortier se répandit comme une traînée de poudre. Le voisin envieux en perdit le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune.
Il ramassa les cendres du mortier qui restaient encore dans la cheminée et se mit en route pour faire fleurir lui aussi les cerisiers en l'honneur du roi, puisque le vieillard en avait été tellement récompensé. À peine arrivé, il vit venir sur la route le roi et toute sa suite. Il grimpa bien vite sur un cerisier, et au lieu de se jeter face contre terre, comme le faisaient tous les sujets en signe de respect, il resta perché sur son arbre. Le roi, lorsqu'il l'aperçut, ordonna à ses soldats de se saisir du voisin envieux afin de le châtier. Celui-ci prit par poignées les fines cendres de son sac et les répandit sur les arbres des alentours. Aussitôt, d'affreuses ordures puantes et de vieux os volèrent jusqu'au visage du roi et des hommes de sa suite en salissant leurs vêtements. Les gardes attrapèrent le méchant homme et le rouèrent de coups. Ils le ligotèrent et le jetèrent en prison, où il resta de longues années. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire du voisin envieux se répandit comme une traînée de poudre. Lorsqu'il fut enfin remis en liberté, personne ne voulut avoir affaire à lui, et il mourut piteusement peu de temps après. Quant aux deux vieux, ils n'oublièrent jamais leur cher petit chien. Ils vécurent cependant heureux jusqu'à la fin de leur vie. Le grand et le petit. Ils étaient deux, le grand et le petit. Les deux frères vivaient chez le roi et se prélassaient dans un coin de sa cour. Le roi avait beaucoup de cabanes et beaucoup de champs de taro, beaucoup de nattes et de récipients de noix de coco, beaucoup de chapelets de beaux coquillages, mais il n'était pas heureux. Le grand et le petit travaillaient pour le roi, mais ne possédaient rien. Sans doute ne savaient-ils pas épargner. Chez le roi, la nourriture circulait beaucoup, mais n'arrivait pas toujours jusqu'à eux, si bien que le grand, qui avait toujours faim, était malheureux. Les repas du roi étaient préparés par de nombreux villages, le deuxième après le premier, le troisième après le deuxième, et ainsi, toujours et toujours, tour à tour. Quand un village cuisinait pour le roi, le parfum de cuisine trottait sur tout le pays, puis trottait avec des chants, quand les gens portaient la nourriture au roi. Le parfum et les chants frappèrent le nez et les oreilles des deux frères. « Va à leur rencontre, dit le grand à son frère. Prends la nourriture de leurs mains et que tes jambes la portent devant le roi. Le roi aura beaucoup de bonnes choses à manger et beaucoup de parfums, et son estomac sera très rempli. Alors, il te donnera un morceau. Ce morceau, tu le partageras, et le plus grand morceau de ce morceau, tu le donneras à ton grand frère. Car mon estomac réclame à manger de nouveau. » Le petit alla et s'assit sur les marches de pierre de la maison du roi. Il attendait qu'arrive la nourriture pour la partager entre le roi et le grand. Les gens se demandèrent pourquoi le petit était assis sur les marches. Le roi ordonna que l'on appelle le petit. « Pourquoi es-tu assis sur mes marches ?» demanda le roi. « Je suis le petit et j'ai faim, ô mon roi. Mais mon frère est le grand et il a très grand faim. J'attends que l'on vienne du village avec ton repas. Je t'apporterai la nourriture et je recevrai de toi un morceau pour mon frère. » Le roi dit au serviteur, « Donnez-lui une conque. » Ils lui donnèrent une conque, et le roi dit, « Porte-la à ton frère, et débroussaillez notre village. Vos mains travailleront et vos oreilles n'entendront pas crier votre estomac. Va et fais ce que j'ai dit. » Le petit alla vers son frère, et le village arriva chez le roi avec la nourriture.
Le petit dit au grand ce qu'avait ordonné le roi. Débroussailler tout le village avec une seule conque, c'est un grand travail pour 2 hommes, dit le grand. Mais nos mains travailleront quand les gens iront dormir. Les gens se couchèrent et dormirent. Puis ils se levèrent et sortirent devant leur cabane. Ils s'étonnèrent de voir que toutes les broussailles avaient été coupées. Puis ils rirent et ils hochèrent la tête et ils félicitèrent les frères. Seulement pas un seul mot ne sortit de la maison du roi. Le 2e village prépara le repas du roi. Le parfum et les chants frappèrent le nez et les oreilles des 2 frères. « Va et attends pour les rencontrer, » dit le grand au petit. « Porte la nourriture au roi, et le roi te donnera un morceau. Ce morceau, tu le partageras, et le plus grand de ce morceau, tu le donneras à ton grand frère. Notre estomac crie très fort, car cette nuit, nous avons beaucoup travaillé. Mais hier, il n'a rien mangé, pas plus qu'aujourd'hui. Rappelle au roi que nous avons fait ce qu'il nous a commandé. » Le petit alla et s'assit sur les marches de pierre de la maison du roi. Le roi apprit que le petit était encore assis sur les marches. Le roi dit à ses serviteurs, « Donnez au petit une botte de bambou, afin que les frères bâtissent une maison pour le roi. » Le petit retourna auprès de son frère, et le 2e village arriva chez le roi avec son repas. Bâtir une maison avec une botte de tiges de bambou, c'est un grand travail pour 2 hommes, dit le grand. Mais nos mains travailleront quand les gens iront dormir. Les gens se levèrent quand ils virent que c'était le jour. Ils admirèrent la nouvelle maison du roi, puis ils rirent et hochèrent la tête et prononcèrent des paroles qui réchauffèrent les frères, même si leur ventre pleurait et si leur tête et leurs jambes voulaient dormir. Mais de l'ancienne maison du roi, pas un seul mot ne sortit. Quand le 3e village prépara le repas du roi, le petit était déjà assis sur les marches de pierre. Un serviteur du roi vint et lui donna une hache. « Faites un nouveau canoë pour le roi. » Le petit et le grand construisirent un beau et grand canoë. Le soleil se leva, les gens aussi, et ils virent le nouveau canoë devant la maison du roi. Tous les gens du village admiraient tellement le canoë qu'ils n'allèrent même pas manger ni pêcher du poisson. De leur bouche coulaient de belles paroles. Ils ne trouvaient aucun défaut au canoë. Mais de la maison du roi ne sortit aucun mot. De la maison du roi ne vint pas le moindre morceau de nourriture qui eût pu se partager en 2 plus petits morceaux. Les gens admiraient le canoë, mais déjà, le grand et le petit ne les voyaient plus. Ils étaient partis sur le rivage et construisaient un grand radeau. Le nom des frères courait à travers tout le pays, et les gens de tous les villages appelaient à venir voir le canoë. Les gens accouraient de partout et apportaient des noix de coco pour les frères. Les frères mirent les noix de coco sur le radeau. Ils prirent également des récipients avec de l'eau, car ils partaient en haute mer. Ils s'enfuirent sur la mer salée pour qu'elle boive leurs larmes, les larmes salées d'amertume. Ils se plaignaient du roi qui s'était montré ingrat et égoïste. Il y avait beaucoup de noix de coco sur le radeau, mais cela faisait déjà beaucoup de jours que la mer transportait le radeau. Le grand avait déjà mangé toutes ses noix de coco. Maintenant, le petit donnait ses noix à son frère. Bientôt, il n'y eut plus qu'une seule noix sur le radeau. Le grand gisait sur le radeau et sa force s'épuisait. Il dit au petit, « Réjouis ton cœur, frère. Notre radeau ne va voguer plus qu'1 jour et une nuit, puis nous aborderons une nouvelle île. Réjouis ton cœur, car tu ne mourras pas dans un village étranger, mais tu mourras là où nous sommes nés. » Il s'allongea sur le radeau et ses yeux regardèrent le soleil.
Puis il s'endormit pour toujours. Le petit chanta un chant funèbre, et dans sa tête passèrent les chants et les odeurs qu'il avait partagés avec son frère. Puis il cassa la dernière noix, et le radeau, après une journée et une nuit, aborda sur la rive. Le petit mit pied à terre, mais toutes ses forces avaient quitté sa tête, son corps et ses jambes. Il avait envie de dormir longtemps. Le long du rivage, un homme et une femme se promenaient. Ils passèrent sur les jambes du petit. Ils crurent qu'il marchait sur un arbre. Ils se penchèrent et virent que ce n'étaient pas 2 branches, mais des jambes. Ils dirent « D'où viens-tu, homme arbre ?» Le petit se leva et alla avec eux dans leur cabane. Ils lui donnèrent une natte pour dormir et de la nourriture. Il mangea avec eux, il travailla avec eux. Quand la force revint dans ses bras et dans ses jambes, et quand sa tête fut plus claire, il dit à l'homme et à la femme « Je veux parcourir votre île et voir de nouvelles choses et un nouveau pays. » L'homme et la femme le laissèrent partir. Mais ils lui dirent « Tu arriveras à un endroit où se dressent 2 rochers. Il te faut passer entre eux. Mais les rochers ne restent pas immobiles. Ils sautent l'un contre l'autre sans cesse. Seul celui qui a le pied rapide passe entre eux vivant. Celui qui a le pied lent, il lui écrase la tête comme une noix. » Le petit partit et découvrit de nouveaux villages. Puis il arriva devant les rochers, c'étaient de très grands rochers, et ils sautaient l'un vers l'autre en faisant grand bruit. Le petit passa entre eux, repoussant l'un d'un coup d'épaule et l'autre d'un coup de pied. Puis il les écrasa en petits morceaux et répandit les cailloux sur le sol. « C'est bien fait pour vous, mauvais rocher, qui avez écrasé la tête des gens. » Il retourna chez l'homme et la femme, mangea avec eux, travailla au champ avec eux. Une fois, l'homme lui dit « Homme arbre, viens avec nous pêcher le poisson. Il n'y a plus de chair à manger, et les femmes et les enfants ont faim. » Ils se dirigèrent vers le rivage et marchèrent sur la grève. Mais dans la mer, il y avait beaucoup de requins. Les gens se demandaient comment ils allaient pouvoir pêcher, car ils mouraient de faim. Ils crièrent « Qui ira dans l'eau pour chasser les requins ?» « Moi, dit le petit. » Il sauta entre les requins sautèrent sur lui. Le petit saisit une noix de coco qui flottait sur l'eau et en donna des coups à tous les requins, les tuant. De grandes vagues et des tourbillons noyèrent et engloutirent les requins, mais elles emportèrent loin dans la mer le petit. Les gens, étonnés, l'appelèrent de la berge. Ils renoncèrent à le secourir car les vagues étaient trop fortes pour leur canot. Le petit nageait de toutes ses forces quand il entendit une voix qui l'appelait du fond de la mer. Soudain, il vit le grand qui lui dit « Je t'amène des poissons. Accroche-toi à leur queue, ils te mèneront sur la grève. » Ils ramenèrent le petit jusqu'au rivage et le petit aperçut l'homme et la femme qui se réjouirent de son retour. Ils lui dirent « Homme arbre, tu veux rentrer chez toi ?»« Oui, » dit le petit. Ils déposèrent une très grande feuille sur le rivage, et ils dirent « Mets-toi sur cette feuille. » Le petit se coucha dessus, et ils le recouvrirent avec une autre très grande feuille. Puis ils découpèrent un morceau du rivage avec la feuille, et ils le placèrent sur l'eau comme un radeau. La mer emporta le radeau avec le petit jusqu'à l'île où étaient nés les 2 frères. Le roi apprit que le petit était revenu. Il envoya sa femme se dissimuler entre les cannes à sucre. Lui-même, il grimpa dans le trou par lequel sortait la fumée de la cheminée de sa maison. Le petit arriva et il débusqua le roi. « Roi, pourquoi es-tu assis dans le trou que la fumée a sali ? » « Je veux que mon corps reçoive un peu de chaleur, » dit le roi à voix basse
et tout tremblant. « Moi aussi je veux recevoir un peu de chaleur dans mon corps. Mais avec ton corps tu as bouché le trou pour la fumée et je ne peux pas me réchauffer. Je me souviens combien j'avais faim. Et plus encore mon frère, quand tu étais roi et que tu nous prenais notre part. Viens avec moi. » Ils sortirent de la maison, et le petit poussa le roi devant lui, jusqu'à l'endroit où le roi avait des cannes à sucre. « Pourquoi es-tu assise dans les cannes à sucre ?» se moqua le petit en tirant la reine par sa robe. « Je voulais en prendre et en manger, mais tu es ici et je ne peux pas. Je me souviens comment c'était quand nous sommes partis avec mon grand frère sur un radeau et que nous n'avions pas la moindre noix de coco, et comment mon frère est mort. Viens avec moi. » Le petit poussa devant lui la reine et le roi, et le sourire lui tomba des lèvres. Dans sa tête passa une ombre chaude et rouge. Le petit les força à embarquer sur le radeau, qu'il poussa sur la mer libre. Il leur cria, tandis qu'ils s'éloignaient, « Vos oreilles étaient bouchées pour ne pas entendre nos ventres qui pleuraient de faim. Vos yeux étaient aveugles et ne voyaient pas que de nos yeux coulaient des larmes salées. Allez sur la mer et goûtez combien elle brûle, l'eau salée. Écoutez comment il chante, le ventre creux. » Les grandes vagues poussèrent le radeau, qui devint de plus en plus petit. Le petit le regarda s'éloigner. « Quand vous rencontrerez le grand, mon frère, qui est mort par là, dites-lui que je suis revenu sur l'île où nous sommes nés, lui et moi. Dites-lui que je suis revenu et que je vous ai envoyé vers lui pour qu'il vous dise ceci. Ne fais rien de ce qui amène les larmes dans les yeux des gens et la colère dans leur cœur. » Après, il retourna au village. Le génie de la forêt. Il était une fois un pauvre fermier et sa femme qui travaillaient très dur sur leur lopin de terre. Le sol était tellement sec que leurs outils se cassaient souvent et qu'à chaque coup, un nuage de poussière s'élevait de la terre. Ils gagnaient donc juste de quoi vivre. Rien de superflu chez José et Anina. Malgré tout, c'étaient des gens très gentils et heureux de vivre. Un jour, Anina reçut la visite d'un voisin qui lui dit qu'à une journée de marche de chez eux, un riche fermier ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Elle proposa à son mari. « Pourquoi n'irions-nous pas aider ce fermier ? Ici, nous mourrons presque de faim. Chez lui, nous pourrions gagner assez d'argent pour vivre décemment. » Son mari la regarda, préoccupé, et lui dit sur le ton de la confidence. « Je ne dis pas non, mais ne sais-tu pas que cette région est habitée par le grand génie de la forêt ? C'est un ogre immense, poilu, à la barbe rouge sang et aux yeux de jet qui lancent des éclairs. Il dévore tous les hommes qu'il rencontre et oblige les femmes à travailler pour lui. Le danger n'est écarté que l'après-midi, car c'est à ce moment qu'il dort. Ça ne m'étonne pas que ce fermier ne trouve plus suffisamment de gens pour rentrer la récolte. Tout le monde a peur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller habiter aussi près d'un tel monstre. Moi, je n'ai pas peur, dit Anina en riant. Je resterai à l'intérieur et je n'irai faire les courses que l'après-midi. Je t'en prie, allons-y. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. » Fatigué d'entendre sa femme lui dire tous les bénéfices qu'il pourrait tirer de leur nouvelle situation, José finit par accepter. Ils emballèrent leurs maigres affaires et quittèrent leur misérable chaumière en quête d'une vie meilleure. Après un jour de marche, ils arrivèrent chez le riche fermier. Celui-ci possédait une magnifique ferme située loin de la forêt du génie. En outre, de nombreux hommes faisaient des rondes afin d'empêcher le génie d'entrer. On donna immédiatement du travail à José, au champ,
et le fermier leur indiqua une maisonnette à l'orée de la forêt où ils pourraient habiter. « Vous pourrez vivre ici en toute tranquillité, » dit le fermier à Hanina. « Veille toutefois à rester à l'intérieur. Ne sors que l'après-midi, car c'est le moment où le génie de la forêt se repose. Je vous ferai apporter de la nourriture tous les jours par mes hommes, afin que vous ne couriez aucun danger. » Et c'est ce qui se passa. Chaque jour, les hommes de la ferme leur apportaient des vivres. José gagnait bien sa vie en travaillant au champ, et ils étaient très heureux. Ils n'avaient pas aperçu le génie de la forêt, et Hanina en venait à douter de son existence. Mais elle se trompait. Caché dans la forêt, le génie l'avait déjà observé à plusieurs reprises. Il en était même tombé un peu amoureux. Toutefois, il ne pouvait s'approcher d'elle car elle restait toujours aux alentours de la maison. Un jour, il y avait tellement de travail à la ferme que le fermier avait complètement oublié d'envoyer ses hommes porter de la farine et des haricots à la maisonnette. Hanina se tracassait. Quand vint l'après-midi, elle voulut se rendre à la ferme elle-même pour aller chercher de quoi manger. « Reste donc ici, lui dit José, inquiet. Imagine que tu rencontres le génie et qu'il t'emmène. Que ferais-je sans toi ?» Mais Hanina se moqua de lui. « C'est l'après-midi, répondit Hanina. Le génie est en train de dormir, il n'y a aucun danger. Je rentrerai bien avant la tombée de la nuit. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. » Elle prit son grand panier et partit. Elle suivit gaiement le long chemin qui menait à la grande ferme. Le fermier sursauta lorsqu'il la vit arriver. « Ne m'en veux pas, dit-il à Hanina. Il y avait tellement de travail. Je vais te donner le repas tout de suite. Tu ferais peut-être bien de dormir chez nous, car si tu pars maintenant, tu ne seras de retour chez toi que le soir tombé. Pense au génie de la forêt, petite. » Mais Hanina ne voulut pas passer la nuit chez le fermier. Elle avait peur que José s'inquiète. Elle prit rapidement le chemin du retour. Soucieuse, elle regardait parfois le soleil qui descendait à l'horizon. Alors qu'elle était presque arrivée, le génie de la forêt jaillit de derrière un gros arbre et l'attrapa. Hanina résista de toutes ses forces, mais ce fut peine perdue. Le génie l'emmena dans sa cabane au fin fond de la forêt. Là, Hanina dut lui faire la lessive et la cuisine. José était déjà rentré de son travail et attendait avec inquiétude le retour de sa femme. La nuit tombée, il partit à sa recherche. À l'orée de la forêt, il découvrit son panier à provisions rempli de vivres. Il eut très peur car il était désormais sûr qu'Hanina avait été enlevée par le génie de la forêt. Tristement, il ramassa le panier et retourna chez eux. Il faisait bien trop noir pour partir à sa recherche. Sur le chemin du retour, il rencontra un vieux mendiant qui marchait à l'aide d'un bâton et qui lui demanda un peu de nourriture. « Accompagnez-moi » répondit José gentiment. « Je vous préparerai quelque chose à manger. » Pendant que le vieux mendiant se restaurait, José lui raconta ses mésaventures. « Si vous m'autorisez à dormir ici, je vous aiderai demain à trouver la cabane du génie, » proposa le mendiant. José le regarda d'un air incrédule. « Ne craignez-vous pas qu'il nous dévore » lui demanda-t-il inquiet. Le mendiant secoua la tête en riant. « N'ayez pas peur, répondit-il. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas encore tout à fait inutile. Patientez un peu. » Le lendemain matin, les deux hommes partirent de bonne heure. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Après de longues recherches, ils découvrirent enfin la cabane du génie. Ils se dissimulèrent derrière quelques buissons. José vit Hanina sortir de la cabane et vider un seau d'eau. Elle était donc bien là. Quant au génie, il restait invisible. « Il est peut-être parti chasser » dit José, et il se dirigea vers la petite habitation pour aller chercher Hanina.
Soudain, le génie jaillit de derrière la cabane en poussant un cri assourdissant. Il s'était caché afin de surprendre José. « Ah, je vais me régaler doublement !» s'exclama le génie. Enfin, pas tout à fait, l'un des deux est tout rabougri. Il saisit les deux hommes de ses mains poilues. José cria, mais le vieux mendiant n'avait pas peur du tout. « Si tu ne nous lâches pas, je te fais mordre par un serpent, dit-il, fâché. Le génie libéra immédiatement les deux hommes et regarda autour de lui. « Je ne vois aucun serpent, tu me prends pour un imbécile ?» maugréa-t-il. « Viens ici que je te mange le premier. Je garde le savoureux jeune homme pour la fin. » Il tendit la main vers le vieil homme, mais au même moment, ce dernier jeta son bâton sur le sol. Le bâton se changea immédiatement en un gros serpent sifflant. Le génie eut très peur et n'osa plus bouger car rien ne le terrifiait plus que les serpents. Il mit ses grandes mains devant ses yeux. À présent, il ressemblait plus à un enfant effrayé qu'à un redoutable génie de la forêt. « Éloigne ce serpent, éloigne cet affreux serpent !» s'écria-t-il avec effroi. « Je ne le ferai que si tu promets de partir d'ici, » répondit le vieux mendiant. « Tu dois partir au-delà des montagnes et ne plus jamais revenir. Si tu le promets, je changerai à nouveau le serpent en bâton. »« D'accord, d'accord, je partirai, » répondit le génie de la forêt d'une voix tremblante. Le vieux mendiant sourit. « N'oublie pas, le prévint-il, si tu reviens importuner ces pauvres gens, je t'enverrai 10 de ces serpents. » Il prit le serpent par la queue et celui-ci se changea immédiatement en bâton. Le génie fit rapidement son baluchon tout en pleurnichant. De temps en temps, il jetait un coup d'œil effrayé au vieux mendiant, mais celui-ci se contentait de l'observer calmement. Un peu plus tard, le génie partit en direction des hautes montagnes que le vieil homme lui avait indiquées. Contente et soulagée, Hanina tomba dans les bras de son mari. Sans attendre, le mendiant mit le feu à la cabane du génie. S'il se retourne et voit la fumée, il saura qu'il n'a plus de maison et qu'il ne peut donc plus dormir ici, expliqua-t-il. Heureux, ils se dirigèrent vers leur maison. Le vieil homme resta encore quelques jours chez José et Hanina. Mais un beau jour, il partit sans raison aucune, et nul ne le revit jamais. José et Hanina coulèrent des jours heureux. Depuis le départ du génie, de plus en plus de gens venaient travailler dans cette région du pays. On construisit plus de fermes, des magasins et des écoles. Le fermier offrit à José un meilleur emploi. Il devait diriger le travail de tous les nouveaux arrivants. Le fermier le payait bien, car depuis qu'il avait suffisamment de personnes pour cultiver la terre, il gagnait assez d'argent pour payer à ses employés un bon salaire. José et Hanina étaient donc très satisfaits. Et lorsqu'ils eurent un enfant l'année suivante, ils furent au comble du bonheur. Ils vécurent longtemps à l'orée de la forêt. Le grand corbeau et le harfang des neiges. Autrefois, les oiseaux étaient blancs, tout blancs. Un matin, Corbeau et Harfang s'amusaient ensemble sous l'igloo. Comme chaque jour, ils jouaient avec les petits os d'une nageoire de phoque à Inugaït. Un jeu que les Inuits aiment beaucoup. Ils disposaient les os sur le sol et les assemblaient, tantôt pour reconstituer la nageoire, tantôt pour représenter un traîneau avec des chiens ou un igloo et toute une famille. Mais les deux amis se lassèrent
et décidèrent de changer de jeu. « J'ai une idée. Si on jouait à se peindre le plumage ?» proposa Corbeau à Harfang. « Oh oui, ce serait très drôle. Mais comment faire ?» Dans leur igloo, bien sûr, ils n'avaient pas de peinture sous la main. Mais Corbeau et Harfang étaient des oiseaux très malins. Ils mélangèrent la suie de la lampe à huile avec du gras de phoque et obtinrent ainsi une sorte de peinture noire, très onctueuse. Ils la versèrent dans un petit récipient en pierre à savon. Leur nouveau jeu pouvait commencer. C'est Corbeau qui se lança le premier. Il tira une longue plume de son aile gauche, la plongea dans la peinture noire et se mit à l'ouvrage. Il s'appliqua tant et si bien qu'aujourd'hui, Harfang porte encore les magnifiques touches noires que Corbeau lui a peintes sur les ailes. « Ça y est, j'ai fini. Tu peux maintenant te regarder dans la glace. » Harfang s'approcha du bloc d'eau douce gelée qui, dans l'igloo, sert de fenêtre et de miroir. Il admira son reflet. Ses nouvelles ailes, noires et blanches, lui plurent tout de suite. « Oh, bravo! C'est magnifique !» Et, pour remercier Corbeau, Harfang lui offrit une très belle paire de camilliques, les bottes inuites en peau de phoque. Corbeau les enfila et se mit à sauter de joie en criant « Merci, merci Harfang pour ce beau cadeau. Je ne vais plus les quitter, elles sont vraiment très belles. » Bien, mais maintenant c'est à mon tour de te peindre. Calme-toi un peu, que je puisse moi aussi te dessiner un beau plumage. Harfang tira à son tour une plume de son aile, la trempa dans le récipient de peinture noire et tenta de peindre les ailes de Corbeau. Mais Corbeau, fou de joie, continuait de sauter, de bouger, de danser avec ses nouvelles bottes. « Arrête de bouger! Comment veux-tu que je m'applique? J'en mets partout !» se plaignait Harfang. Mais Corbeau continuait de plus belle. Et plus Corbeau était joyeux, plus il dansait, et plus il dansait, moins Harfang réussissait à peindre de jolis motifs. Au bout d'un moment, excédé, Harfang prit le récipient plein de peinture noire et le renversa rageusement sur la tête de Corbeau. Depuis ce jour, les corbeaux sont noirs, tout noirs.